Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. Nous avons 2 heures devant nous, 2 heures volées à la nuit pour apprivoiser les ombres qui vous empêchent peut-être de trouver le sommeil. Du temps pour parler de vous, de vos doutes, de vos fragilités, de vos peurs, de vos espoirs. Paul et Jeanne sont à l'autre bout du fil pour vous accueillir au 39 21, tandis que Philippe Chartier veille en régie et attend vos mails sur le site europe1.fr ainsi que vos SMS au 7 39 21. N'oubliez pas de les commencer par le mot nuit. 39 21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Yves. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Eh bien écoutez, je voulais vous parler, en gros évoquer les difficultés d'une rupture, enfin les difficultés. C'est-à-dire que voilà la rupture que je subis là actuellement, oui. C'est que ma compagne a refusé et refuse d'avoir une dernière explication, tout en m'envoyant un mail où elle me remercie un peu de cette aventure qu'on a eue ensemble, qui a duré quand même quelques années. Oui. Voilà, bien qu'on habitait dans des appartements différents. Hein. Elle a duré combien de temps, votre histoire ? Bon, à peu près 6 ans. Hein, ah oui, quand même, oui. Oui, oui. C'est une histoire longue, oui. C'est une belle aventure, hein, oui. C'est une belle aventure qu'on a eue ensemble. Mais voilà, quoi, ça s'est terminé d'une manière, de cette manière un peu ambiguë. Elle doit venir chercher, vous voyez, ses affaires. Et je lui ai dit, je serai là. Elle m'a envoyé un mail en me disant, non, je préfère pas, pas de dernière explication, quoi. Parce que vous ne comprenez pas pourquoi elle souhaite mettre un terme à cette histoire. Si, je comprends. Je veux dire, si, on a avancé un peu de manière, je dirais pas chaotique, mais bon, on est tous les deux divorcés, hein. Oui. On a tous les deux à peu près le même âge, hein, à 6 mois près. Donc, vous avez quel âge l'un et l'autre ? Moi, on a 58 ans. Hein. Oui. Voilà, donc on est un peu des seniors, vous en début, mais bon. Oui. Voilà, et puis moi, si vous voulez, elle était en divorce quand je l'ai rencontrée. Moi, j'avais déjà divorcé. Hein. Oui. Et puis on a tous les deux des enfants. Voilà, elle en a trois garçons. Hein. Oui. Et moi, qui sont élevés, Pardon. Vos enfants sont élevés ? Les miennes, oui, elles ont du boulot, etc. Les siens, c'est plus difficile. Elle en a un qui est parti faire des études au Canada. Oui. Elle en a un deuxième, qui est qui a pas trop réussi ses études et qui galère beaucoup pour trouver du boulot. D'accord. Elle en a un troisième plus jeune qui a réussi, qui avait passé son bac là la saison dernière. Et puis qui galère aussi un petit peu, quoi. Donc c'est plus difficile pour elle de ce côté-là. Oui. Voilà, des sources de soucis. Mais pour autant, ça ne donne pas une raison pour lesquelles elle ait voulu mettre un terme à votre histoire. Parce que vous dites, en même temps, vous dites que oui, vous comprenez, c'est-à-dire qu'elle s'est plainte de certaines choses les derniers temps, votre relation s'est filochée, se détériorer un peu. C'était moins puissant, on va dire. Surtout qu'elle a subi une maladie, donc. Et ça, je veux dire, je pense que ça l'a changé un peu. Ça a changé sa vision de la vie un petit peu. Hein. Oui. Donc, elle a eu on va dire une maladie un peu difficile. Elle a été opérée, donc. Et ça a changé. Et puis elle a beaucoup elle a des problèmes au travail. Mais en fait, oui, ça s'est fait un peu progressivement, quoi. Il y avait moins de passion. Oui. Mais le vrai souci, ce dont je voulais parler là, c'est en fait quand même de ne pas vouloir ou de refuser une dernière explication. Moi, je reste sur les. Vous voyez, c'est. Qu'attendez-vous, vous, de cette dernière explication ? Qu'est-ce que... Moi, j'aurais simplement attendu
voilà, qu'on ait peut-être un dernier regard, qu'on partage au moins ça. Oui. C'est encore un moment partagé. Oui, peut-être le dernier instant. Enfin, je sais pas, parce que quand elle est partie, c'était un soir où elle venait manger. Bon, on a discuté un peu avant. Je l'attendais 2 heures avant. Bon, elle a eu des problèmes. Elle est venue manger, donc on discute, on mange. Elle se met sur le canapé et puis voilà, elle me demande de mettre un DVD. Oui. Je l'ai fait patienter 5-10 minutes, je sais pas. Et puis, elle s'est levée, elle est partie. Elle a pris son sac, elle est partie. Et après, elle refusait de parler au téléphone, quoi. Et qu'est-ce qui s'était passé avant? C'est-à-dire que dans les jours, il y avait eu certainement dans les jours, les semaines qui précédaient déjà un malaise, une distance entre vous. Il n'y avait pas de dispute, il y a pratiquement non, jamais... mais je parle de malaise ou de distance. Oui. Pour en arriver à venir et à partir comme ça, c'est que il y a bien quelque chose qui n'allait plus. Oui, c'était un peu dans l'air, si vous voulez. Oui, c'est ça. Mais moi, enfin, je veux dire, c'était pas mon souhait, quoi. Oui, ça j'ai bien compris. Vous ne souhaitiez pas de séparation, mais il y avait des signaux qui étaient présents. Vous le dites d'ailleurs, au fond, c'est pas comme si elle se conduisait de façon toujours très amoureuse et puis que du jour au lendemain, elle vous dit c'est fini. Vous sentiez qu'il y avait des problèmes. Il y a eu d'ailleurs une accumulation de problèmes. De son côté, entre cette maladie, des problèmes professionnels qui faisaient que forcément elle était moins disponible pour votre relation. Oui, on peut comprendre ça. aussi. Et puis ces enfants qui... Et plus les enfants qui sont source de soucis pour elle, ça fait beaucoup. Alors comment est-ce que là elle vous demandait du soutien? Comment c'est compliqué pour vous? Comment ça se passait? C'est ça, c'est qu'on avait il y avait je pense qu'elle osait pas, et je pense que moi j'osais pas non plus. C'est assez délicat. On était un peu sur la réserve en fait. Moi je pense que j'avais peur de la provoquer sur des choses, surtout sur ses enfants. Moi, j'avais un peu peur de ça, de jouer les provocateurs sur le fait de lui dire, par exemple, que ses enfants profitaient peut-être un peu d'elle. Je sais pas. Oui, alors les enfants, je vous comprends parce que après tout, ils sont grands déjà. C'était pas à vous vraiment, surtout que vous ne vivez pas avec eux, de vous mêler de leur éducation. Après tout, surtout pour leur dire qu'ils profitaient, pour lui dire qu'ils profitaient un peu d'elle. Vous voyez, elle aurait pu mal le prendre. Mais donc vous avez mieux fait de ne rien dire. Mais par rapport à la maladie qu'elle a traversée, comment est-ce que vous avez été présent à ce moment-là? Est-ce qu'elle vous sollicitait ou pas du tout? Est-ce qu'elle était plutôt en retrait? Oui, la maladie, j'ai effectivement été présent, puisque je l'ai accompagnée à l'hôpital. J'ai été la voir quand elle s'est fait opérer tous les jours. Je lui ai offert des fleurs. Après, j'ai été présent, peut-être maladroitement, parce que c'est toujours délicat peut-être que j'étais trop pressé qu'elle guérisse. Parce que c'était une tumeur, hein, donc voilà. Une tumeur cancéreuse? Oui, absolument. Mais bon, si vous voulez, là, je pense que, elle est en rémission, mais après, donc elle a mis beaucoup de temps à récupérer. Donc vous supportiez mal qu'elle soit fatiguée, je supportais mal. Vous savez, quand on est amoureux, on a envie de retrouver la personne le plus rapidement possible, dans le meilleur état possible. Et j'ai peut-être effectivement été un peu trop pressant éventuellement. Oui, c'est possible, oui. Ouais. Mais après, mais même avant sa maladie, moi je l'avais
on avait pris une semaine de vacances et déjà elle était pas mal angoissée par ça. Et puis après, elle a pris, effectivement, elle a mis du temps à récupérer, beaucoup de temps. Là même actuellement, elle est encore en travail en mi-temps thérapeutique. Oui, bah, ça se comprend, oui. Oui, oui, non, mais je comprends. Et donc, dans ce mi-temps thérapeutique, elle a des problèmes professionnels en plus, là. Ben oui, parce Bon. que son travail... Donc ça fait beaucoup. Elle traverse une période en plus très, très difficile. Oui, c'est pour ça. Mais si vous voulez, moi, j'ai voulu être présent et peut-être qu'inconsciemment, j'ai été trop présent parce qu'elle parlait pas beaucoup de ça. Et bon, je voulais pas être trop présent tout en étant présent, c'est assez délicat. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Et puis, voilà, donc comme en plus, elle travaille dans un endroit où elle travaillait éventuellement 7 jours sur 7. Enfin, c'est un magasin qui est ouvert 7 jours sur 7. Hein. Donc, et comme moi, je travaille, j'allais dire de manière ordinaire, 5 jours sur 7, du lundi au vendredi. Oui. C'était pas évident, quoi. Mais enfin bon, c'est... Peut-être que vous voyez, vous aimeriez dans cette explication la revoir, vous expliquer, vous dire que au sujet de ces maladresses que vous évoquez, enfin qu'elle vous laisse peut-être encore une chance, comme dit Sergio. Peut-être que vous aimeriez au fond un peu essayer de retenter quelque chose, de la reconquérir. Ah, ça c'est sûr, oui, c'est sûr que... Mais elle, en a-t-elle l'envie? C'est-à-dire qu'elle elle n'en est pas là. Elle a pris sa décision. Oui, c'est ce qui est compliqué dans une séparation, c'est qu'il y en a toujours un qui l'a subi plus que l'autre, évidemment, parce qu'il y en a un qui prend la décision. Ah ben bien sûr, dans un mail, elle m'a mis une jolie phrase. Et elle termine en mettant « Et puis chez moi, la petite étincelle s'est évanouie ». Oui. Moi je pensais, je lui ai répondu là-dessus, je lui ai mis que moi j'avais encore, que le feu pouvait être animé, donc vous voyez... Bon, bah, le feu pouvait rejaillir de l'ancien volcan. Ben, c'est un peu ça, ouais. Surtout que je lui avais écrit un poème... Bon, et dans le texte où elle me met, vous voyez, bon, je veux dire... Oui, elle reprend cette image-là en disant la petite flamme, c'est... Elle me met ton beau poème est merveilleux. Oui, elle a été touchée. Elle a été touchée par votre poème, mais néanmoins, il y a quelque chose qui, en elle, ne vibre plus, qui s'est cassé. Mais parce que, comme vous dites, il y a aussi, il y a des épreuves qui l'ont touchée de plein fouet, et notamment la maladie aussi. Hein. La maladie peut transformer, amène à réfléchir sur soi, sur sa vie, sur le sens qu'on veut lui donner. Vous voyez, aller à l'essentiel. C'est quand on traverse une maladie telle que le cancer, ça amène ça crée des bouleversements très importants aussi. Oui, mais là aussi, ce que je regrette, c'est que ces bouleversements, elle les a pas complètement évoqués avec moi. Oui, mais parce que c'est une traversée très intime aussi. Bon. Vous dites vous-même, c'est elle qui était touchée, hein. Ah oui. C'est elle qui était touchée en premier lieu dans son corps, psychiquement, et qui affrontait quand même cette épreuve-là avec la possibilité que sa vie est en danger. De toute façon, même la compagne la plus aimante possible, ne peut être qu'à côté. La personne qui est malade, c'est elle qui est dans la tempête là. Hein. Oui, c'est vrai. Et ça, on peut que tenir la main à ce moment-là, être présent, bien sûr, mais on n'est pas dans cette tempête à affronter le danger, le risque d'y laisser sa vie éventuellement. Hein. Donc, comment voulez-vous que ça ne modifie pas quelqu'un aussi? Enfin, vous voyez, il y a bon. Donc, moi, je pense que je la respecte là-dessus parfaitement et j'arrive à comprendre. Hein. C'est vrai que ces moments-là, moi je l'ai vu évoluer et c'est vrai que même si on est plein d'empathie, si on est plein d'amour, si on est plein de compassion, on peut pas,
oui, réellement. Mais si vous voulez, moi je pense que vous avez vous ne souhaitiez pas, c'est-à-dire que cette séparation vous fait souffrir, mais à un moment, c'est-à-dire que elle a pris cette décision et quand l'autre décide de mettre un terme à la relation, qu'est-ce qu'on peut faire si ce n'est en prendre acte, l'accepter? Oui. L'accepter, je l'accepte, hein, je vais l'accepter de toute façon. Moi, vous voyez, j'ai mis les clés dans la boîte aux lettres. Elle va venir chercher Vous ses n'aurez, affaires. parce que je vais vous dire, vous savez, Yves, on n'a jamais les explications dans ces cas-là qu'on voudrait avoir. Oui, c'est vrai ça. Oui, c'est vrai. C'est On vrai. attend toujours autre chose ou plus ou. Vous voyez, vous voudriez au fond, vous dites un dernier regard, un dernier moment de partage, un dernier. Oui, on espère qu'il y a quelque chose qui pourrait renaître, qui pourrait reprendre. Quand on a le désir vous voyez, quand on n'accepte pas, quand on est triste de la séparation. Ah oui, mais je vais finir par l'accepter. Je l'accepte. Il faut du temps. Et je vais la respecter. Je vais respecter ses derniers désirs, son dernier désir, c'est-à-dire de ne pas avoir cette explication. Bon, avec un peu cette frustration. Mais vous en connaissez les raisons déjà. Finalement, oui. vous voyez, vous fixez à quelque chose, vous voulez quelque chose de concret, de rationnel, mais au fond, elle est pas partie sans aucune explication. Si, il y a cette dernière scène que vous avez, où bon, elle part, elle est sur ce canapé, elle part, mais il y avait déjà dans votre relation quelque chose qui était en train de se de s'estomper. Il y avait une distance qui s'était créée entre vous. Alors c'est vrai que effectivement, si on ne prend que la dernière scène, si on était dans un film et qu'on prend que la dernière scène, oui, vous pourriez ne pas comprendre. Mais si vous mettez en perspective tout ce qui s'était mis en place les derniers temps, vous avez des éléments de réponse. Alors oui, après, vous pouvez vous dire, ouais, regretter, vous dire j'ai été maladroit, mais finalement, ça ne fait que rajouter de la souffrance. Déjà, vous êtes triste de cette séparation, vous avez fait ce que vous avez pu. Bon. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais quand on a aimé effectivement à ce niveau-là et qu'on a reçu... Mais vous pourrez lui dire, quand elle reviendra, puisque vous allez la revoir, puisqu'elle va venir chercher des affaires, vous pourrez lui dire, plutôt que d'avoir une explication. Oui, elle va venir chercher ses affaires, mais elle ne veut pas que je sois là. D'accord. Donc je vais laisser les clés dans ma boîte aux lettres, à la clé de la boîte aux lettres et la maison, et elle va venir et je vais respecter ça, c'est-à-dire que je vais la laisser prendre ses affaires et me ramener quelques-unes des miennes. Voilà, pour le moment, c'est comme ça. Ce qui ne veut pas dire que ça ne sera pas possible que vous vous revoyiez. Peut-être qu'actuellement, si elle ne peut pas vous revoir, il y a quelque chose où c'est une façon aussi, elle sent bien que vous voulez essayer de pas seulement d'avoir une explication, mais un peu de la rattraper. Oui, c'est vrai ça. Je pense que elle vous connaît, elle vous sent, elle sait que au fond vous êtes malheureux, triste et bon, elle veut aussi s'épargner ça certainement pour elle, mais aussi pour vous. Ça ne veut pas dire que dans quelque temps vous ne pourrez pas vous revoir parce que elle vous dites dans ce mail qu'elle vous a envoyé de jolies choses sur votre relation. Vous voyez, elle est pas négative par rapport à vous. Elle n'est pas dans la haine, dans la colère. Donc ça ne veut pas dire que vous pourrez pas vous revoir. Mais pour le moment, c'est peut-être pas d'ailleurs, si elle a pris sa décision comme elle semble l'avoir fait, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Parce que ça vous laissera de toute façon avec un goût amer dans la bouche. Oui, ça me laisse déjà un petit goût amer. Mais bon, je comprends. C'est toujours difficile d'être quitté. C'est toujours difficile, oui. Surtout que, c'est vrai que des aventures comme ça, moi, si vous voulez, dans ma vie... c'est plus qu'une aventure, c'est une histoire que vous avez vécue avec elle. Oui, aventure, une histoire. Mais j'en ai eu deux. Hein. J'ai eu la première avec la mère de mes enfants, et puis celle-là. Déjà, je vous dirais que deux aventures, deux relations comme ça, à ce niveau-là, dans une vie, c'est déjà bien. Oui. Effectivement, bon après, mais quand c'est comme ça et que ça a été si beau, c'est vrai que quand ça se termine, oui, c'est délicat, quoi. On n'a pas envie que ça s'arrête, évidemment, mais bon.
Malheureusement, ça ne dépend pas que de nous. Ben oui, je sais bien, oui. Hein? Quand on vit une relation Mais ça veut dire à que deux, bon, vous avez eu, il faut rester néanmoins confiant parce que ça veut dire que vous avez été aimé. Et ça veut dire que vous êtes quelqu'un de bien, que vous avez été aimé, et il y a quelqu'un d'autre qui vous aimera et vous aimerez à nouveau aussi. oui, c'est vrai que la vie continue, c'est vrai qu'il faut se dire Oui, ça. alors la vie continue, c'est un peu un poncif, où on dit, bon, vous voyez, parce que parfois c'est difficile, mais on se dit comment ça va continuer. Mais ça veut dire que vous avez vécu des histoires d'amour, il y a des femmes qui vous ont aimé, vous les avez aimées, il n'y a pas de raison que vous n'aimiez pas à nouveau et que vous ne soyez pas aimé. Oui. Mais il faut vous donner du temps. Ah ben Voilà. oui, je vais me donner du temps. Parce que Donnez-vous de du toute façon, temps de digérer un peu cette séparation. Ben, Voilà. je vais faire ça, oui, je vais me donner du temps. Oui, oui. Je vais essayer d'avoir des activités. Voyez puis, vos amis, sortez, voilà, essayez de ne pas trop vous replier sur vous. on Et de va garder essayer, confiance, hein, c'est ça, parce que ça n'enlève rien à ce que vous avez vécu de beau dans cette histoire. oui. Eh ben, écoutez, Et puis je vous pense- pourrez peut-être, je vous dis, d'ailleurs vous revoir dans quelque temps et en parler avec elle de façon plus apaisée. Parce que ben, vous écoutez, aussi, vous peut-être. serez plus apaisé, voyez. Oui, bien C'est pas sûr, parce que c'est là, vrai pour le moment, c'est pas possible que ça ne le sera pas plus tard. Il faut parfois laisser passer un peu de temps pour pouvoir se revoir de façon plus sereine. Oui, c'est vrai. Hmm. Ben, écoutez, Bon courage. Je vous remercie. Bon et puis, courage. bon courage à vous et bonne fin d'émission. Merci, vous Merci, aussi. au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, Appelez le 39 21, 34 centimes les minutes. Puisqu'elle est à toi désormais. Benjamin Biolay, que vous avez pu entendre toute la journée sur Europe 1 à l'occasion de la sortie de son album Vengeance. Ça a été l'événement toute la journée sur Europe 1. Et là, nous venons d'entendre Aime mon amour. Alors un petit message de Yannick pour Yves qui dit Yannick, de tout cœur avec vous, mais il est parfois difficile de tourner la page sans arrière-pensée. J'espère que le temps va vous y aider. Et puis on va accueillir maintenant Marion. Bonsoir Marion. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors moi j'ai vécu une véritable passion avec un homme qui est beaucoup plus âgé que moi, 25 ans de plus que moi. Oui. Ça a duré... Quel âge a-t-il lui, cet homme? Il a 50 ans. D'accord. On était très amis avant d'avoir une relation amoureuse. Oui. Très 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 amis. Il avait été très paternel avec moi dans plein de situations compliquées. Et puis un beau jour il s'est rendu compte qu'il avait envie que notre situation évolue. Donc je précise qu'il est marié et qu'il a une petite fille en très bas âge. Donc moi j'ai été très attirée par lui, mais je ne voulais pas d'une situation compliquée d'un homme marié. Oui. Et donc il m'a dit que il était séparé dans les faits de sa femme, que voilà, il était certain qu'il avait plus du tout de sentiments pour elle. Oui. Donc je me suis installée avec lui. On a vécu quasiment 24 heures sur 24 l'un avec l'autre. Ça a duré presque 4 mois, 5 mois. Le week-end, il rentrait voir sa fille. Et puis un week-end, il est rentré en me disant que sa femme avait tout découvert. Et que voilà, il fallait que je prenne mes affaires et que je m'en aille, que c'était plus possible. Mais puisqu'il était séparé d'elle, Oui, en ça quoi c'est ce qu'il m'a dit. ça posait problème qu'elle était découverte? Ils étaient séparés, mais elle ne supportait pas qu'il ait une liaison. Voilà, ça, il m'a dit qu'ils étaient séparés. D'accord. Au final, je me Oui, suis vous ne aperçue savez au pas, fil du quoi. temps que c'était pas forcément vrai. Oui. Donc, je sais que sa femme nous a fait suivre par un ami ou un détective privé, je ne sais pas exactement. Ah bon? Elle m'a
J'ai eu plein d'appels anonymes, et puis jusqu'au jour où elle m'a envoyé deux de ses amis en bas de chez moi pour me dire qu'il fallait que j'arrête de tourner autour de son mari. Donc ça, c'était déjà quelques semaines après, presque quelques mois après notre séparation. Et Ah en bon, fait, mais moi, ils se sont montrés menaçants avec vous ou... Oui, c'était un petit coup de pression, quoi. C'était... Hmm. Voilà. Et en fait, depuis le mois de juin, je n'ai plus du tout de nouvelles de mon ex-compagnon. Oui. Il refuse d'entrer en contact avec moi, que ce soit par mail, par texto, par les réseaux sociaux. Oui. Et en fait, au-delà de la rupture que j'ai plus ou moins assimilée avec le temps, Oui. c'est son silence permanent que j'ai du mal à supporter. Et je ne comprends pas que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment on peut aimer quelqu'un comme il m'a dit qu'il m'avait aimé. Oui. Parce que pour lui aussi, c'était une véritable passion. Il n'avait jamais aimé une femme comme ça, et pourtant il en a eu plusieurs dans sa vie. Et couper tous les contacts du jour au lendemain, à tel point que même aujourd'hui, quand je suis dans des situations plutôt compliquées, il y a aucun écho de sa part, et c'est ce qui me blesse le plus profondément, en fait. Oui. Oui, tout d'un coup qu'il se désintéresse de vous de cette façon-là. Vous vous sentez lâché. Je me demande si... oui, alors lâché, je sais que lui, il pense peut-être que j'essaie, à chaque fois que j'entre en contact avec lui, que j'essaye de restaurer cette relation perdue. J'essaye, moi, de sauver une amitié qui datait déjà de 3-4 ans. C'est ce que j'allais dire, c'est que vous étiez amis avant d'être amants. Et vous, c'est ce qui, finalement, ce qui vous fait souffrir, c'est d'avoir tout perdu dans l'histoire. Cette présence, voilà. Où cet homme avait un côté, vous dites même, une dimension un peu paternelle pour vous, enfin, protectrice en tout cas. Voilà, il a été très protecteur, il a été très présent à des moments très difficiles. Mais c'est là où il n'a pas été clean du tout, cet homme. Mais en fait... Pardonnez-moi de vous le dire comme ça, mais vous voyez, compte tenu de la relation qu'il avait justement avec vous, où il était... vous avez justement démarré votre relation sur un mode amical, et compte tenu de la différence d'âge, cette amitié prenait une connotation particulière. Parce qu'effectivement, vous êtes une jeune femme, lui aurait pu, de par son âge, être votre père. Donc il était conscient de ça, de cette dimension protectrice qu'il pouvait avoir à vos yeux. Je lui ai dit avant d'accepter d'entamer une relation avec lui. Je lui ai dit que ce qu'on perdrait si on devait rompre un jour. Et je pensais pas que ce serait si tôt, mais je lui ai dit que ce qu'on perdrait, ce serait cette relation d'amitié qu'on avait. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que si on devait se séparer, pour lui, c'était impensable parce qu'il était fou amoureux. Je le nie pas, hein. Il a dit que c'était impensable qu'on arrive à se croiser sans se dire bonjour. Et c'est exactement la chose qu'il a fait en juin, en fait. C'est-à-dire que moi, je l'ai pas vu, lui m'a croisé et il s'est pas arrêté. Et donc, je n'ai plus aucun contact avec lui. Oui, parce que c'est quand même lui qui a pris à un moment l'initiative, c'est ça, si j'ai bien compris, que cette relation évolue. Oui. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment, il a souhaité, c'est lui qui a fait la démarche pour que cette relation évolue. Vous, du fait vous saviez qu'il était marié, de par la différence d'âge qu'il représentait pour vous, ça restait un peu un homme, inaccessible sur ce plan-là, j'entends. Oui, et puis surtout, j'avais des sentiments pour lui, c'était évident. Je savais pas trop la teneur des sentiments que j'avais. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'était une affection profonde ? Est-ce que, au fil du temps... Oui, il y avait une ambiguïté, mais liée certainement, comme vous dites, des sentiments assez complexes, parce que pour ce qu'il incarnait, pour ce qu'il représentait. Donc, compte tenu de tout ça, c'était quand même lui qui était censé, je dis bien censé, avoir une plus grande maturité. Il aurait dû vous laisser tranquille. Mais c'est-à-dire, surtout au vu de ce qui se passe aujourd'hui, parce que si après tout, il avait
la relation évolue, il souhaite finalement avoir une relation, il tombe amoureux de vous, vous avez une relation ensemble, très bien, pourquoi pas, mais peu importe, vous voyez, je sais pas, peu importe la différence d'âge, après tout, pourquoi pas, Oui. mais si c'est pour vous laisser 4 mois plus tard et finalement se comporter comme si il fait complètement fi de votre relation là, auparavant d'amitié, parce que c'est pas comme si vous aviez rencontré un homme dans une soirée, vous étiez devenu amant, enfin dans une soirée, dans un week-end, peu importe d'ailleurs comment vous le rencontrez. Mais c'est là où je trouve qu'il n'est pas clean, c'est que vous avez démarré cette relation par une relation d'amitié. Et que ça, il n'en tient plus du tout compte. Parce qu'aujourd'hui, lui, il agit comme un lâche et comme un égoïste, il préserve ses petits intérêts personnels. C'est-à-dire que effectivement, lui, il voit que il doit penser que vous voulez. Enfin, il pense même plus à ce que vous pensez vous. Il pense à lui. C'est-à-dire que il a sa femme avec qui il est revenu. Et certainement vous voyez bien, elle est allée, vous avez eu des coups de fil anonymes, elle a envoyé 2 amis à elle pour vous dire qu'il fallait laisser son mari tranquille. Enfin, elle va assez loin cette femme. Donc elle est capable de mettre une certaine pression. Bon, après tout, elle fait. Vous n'avez pas non plus. C'est pour ça que je vous demandais si vous aviez été menacé, parce que vous n'avez pas non plus à être comme ça, à ce qu'elle fasse intrusion non plus dans votre vie. Ça s'est arrêté, ça, aujourd'hui. Mais mais bon. au-delà mais si vous voulez, ça, et elle a dû faire une pression aussi par rapport à l'enfant, puisqu'ils ont une enfant en bas âge. Il m'en a parlé, oui, effectivement. Mais ça fait partie des choses aussi que j'avais abordées. Parce que quand il m'a dit qu'il voulait que notre relation évolue, moi, ma première réaction, ça a été de dire non, pour plein de raisons. Donc, la différence d'âge n'entrait pas en ligne de compte, mais son enfant, oui, c'est ça. Oui, et donc pendant 3 semaines, c'est moi qui ai coupé les ponts avec lui en lui disant écoute, non, je ne veux pas de ça. Et pendant 3 semaines, il a été très touchant parce que il avait les larmes aux yeux à chaque fois que je le voyais. Mais aujourd'hui, il n'entend pas du tout ma souffrance. Alors soit il l'entend et il veut pas en être responsable, il veut pas culpabiliser, soit il l'entend pas du tout. Et c'est ça aujourd'hui qui me blesse plus que la rupture en elle-même. Mais je comprends, oui, je comprends que ça vous blesse, parce qu'effectivement, et j'entends bien que c'est plus que la rupture, c'est le fait que après finalement il oublie finalement tout ce qui a été votre relation. C'est comme si tout ça n'avait pas compté. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas compté. Mais dans les faits, aujourd'hui, il s'est recentré, lui, sur sa vie à lui. Et c'est là où il est d'autant moins clean, c'est que vous êtes une jeune femme, vous n'aviez pas les attaches qu'il avait lui. Cela dit, vous, ce que vous avez pour vous, c'est l'avenir devant vous. Oui. Ça fait toute la différence. Vous voyez ? Non, mais depuis, c'est vrai que j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Mais ça n'empêche que je pense à lui tous les jours donc je vis une autre histoire qui est beaucoup moins passionnée que la précédente, mais je me dis que cette histoire-là restera une blessure et je ne veux pas penser à lui comme à une blessure. Je ne veux pas mais parce qu'à un moment, je pense que vous ressentez de la colère pour lui. Oui. Mais ça se comprend. Que c'est lâche, le silence total. Ça l'est. Que ce soit dans une situation, enfin, je peux m'adresser à lui en lui parlant de mon travail, sur n'importe quel sujet, c'est blackout. Je suis même pas sûre qu'il lit mes mails. Il se protège, il se protège farouchement. Il se protège, mais en se protégeant comme ça, il m'expose. Bien sûr. Il ne se rend pas compte il ne veut pas s'en rendre compte de la souffrance. Je suis désolée, mais il ne veut pas s'en rendre compte. Oui. Il se comporte comme un égoïste. Oui. Mais oui. Et en plus, on n'a jamais pu avoir une explication. À chaque fois que j'ai essayé d'aborder le problème, il me répond que je cherche à le faire culpabiliser et que. Voyons. Évidemment,
en plus, c'est ça, c'est vous la méchante dans cette histoire, la vilaine qui veut le faire culpabiliser. Bah écoutez, ça serait pas mal, oui. Après tout, marquez le mot est lâché, hein, qui culpabilise un peu. Parce que il y aurait de quoi. Il n'a pas été clean vis-à-vis de vous, il n'a pas été clean vis-à-vis de sa femme, donc vous n'allez pas lui envoyer des fleurs en plus. Non. Mais ce qui est d'autant plus décevant, c'est qu'on peut s'attendre à certaines choses avec certaines personnes. On sait que les gens qu'on rencontre sont pas forcément les gens ils sont pas forcément tels que nous on les voit. Mais lui, j'ai eu l'occasion, justement, pendant toutes ces années d'amitié, de me rendre compte que c'est pas un lâche de base, c'est pas. Et du coup, je suis d'autant plus déçue. Mais vous êtes déçu, c'est ce que dit Sergio là, qui envoie justement à l'instant. Il dit, je pense que ce qui vous blesse, c'est qu'il s'est révélé tel qu'il est et qu'il est descendu aussi de son piédestal. Oui. C'est-à-dire que cet homme, vous l'aviez aussi beaucoup idéalisé. Et dans les sentiments que vous lui portiez, qui étaient assez ambigus, finalement, vous avez du mal à identifier ces sentiments avec une profonde affection. Après, mais parce que vous dites, une passion parce qu'il y avait quelque chose d'un peu transgressif dans cette histoire. Oui, pourtant, ça m'a fait souffrir même pendant qu'on était ensemble, c'était très douloureux. Oui, doublement, parce que cet homme avait une image paternelle pour vous, et de fait, en plus, il y avait une autre femme. Oui. Donc ça renvoie quand même un peu à une problématique oedipienne, c'est-à-dire la relation quand on traverse cette période de l'Oedipe, quand on est petite fille amoureuse de son père, mais le père est pris. Oui. Il est avec notre mère. Oui. Hein, donc là, il y a une autre femme dans l'histoire, et cette autre femme, vous voyez, elle vient là, elle dit, moi, je veux récupérer mon mari, et bon, donc ça vous confronte à tout ça. Donc oui, ça met de la passion, parce qu'il y a de l'interdit, il y a de la transgression. Donc là, oui, forcément, à côté, aujourd'hui, vous êtes avec un homme où il y a moins de passion, mais oui, il peut y avoir peut-être, je l'espère pour vous, plus de profondeur et d'authenticité dans les sentiments. Oui. C'est vrai qu'avec lui, je me suis posé aucune question, c'est-à-dire plus d'équilibre en tout cas, parce que là il y avait un déséquilibre, plus d'égalité. Vous voyez, là il y avait, il était trop. Quand Sergio parle de piédestal, il y a un peu ça aussi. Oui, et c'est vrai que la chute est d'autant plus dure que voilà, je me dis mais comment est-ce que j'ai pu ne pas me rendre compte avant que finalement cet homme était comme ça, alors que je savais déjà, pour en avoir beaucoup parlé avec lui parmi d'autres sujets, que sa vie amoureuse avait été un peu chaotique au fil de ces années, mais je me suis dit quelque part aussi, avec moi, ce sera différent d'avec les autres. Bon, on espère toujours ça, on espère toujours. Je sais qu'il est un peu cœur d'artichaut, mais j'espérais que justement la différence d'âge fasse que... pas séducteur, pas physiquement, parce que ça veut rien dire ça. Non, voilà, mais c'était dans le comportement. Sa présence aussi, sa présence intellectuelle, son humour. Oui, d'après ce que vous dites, hein, apparemment, Voilà, c'est aujourd'hui tout ça qui manque à ma vie et il l'entend pas. Mais tant pis, laissez-le alors. Arrêtez de lui écrire. Oui. Laissez-le à sa surdité psychique. C'est dommage pour lui. Ne perdez pas votre. Non. C'est dommage pour lui, oui, plus que pour vous. Ne perdez pas votre énergie et votre temps. Vous avez mieux à faire, hein, Marion, franchement. Oui, je crois. Vraiment, oui. Ce que vous avez vécu avec lui, c'est vécu, mais ne perdez pas votre temps, votre énergie dans cette histoire. D'accord. D'accord. Concentrez-vous plutôt sur ce que dans votre vie présente là, sur ce que vous vivez avec ce garçon là. Oui. D'accord ? Oui, d'accord. Au revoir Marion, merci de votre confiance. Au revoir. Un petit mot pour vous dire que demain, il n'y aura pas d'émission en raison, bien évidemment, des élections présidentielles américaines. Il y aura une soirée spéciale, une nuit spéciale sur Europe 1 pour les élections américaines. Donc, pas de libre antenne demain entre 23h et 1h, mais une nuit spéciale élections américaines. Et on se retrouvera évidemment dès
mercredi en direct. Et dimanche, je vous rappelle que donc il y aura une émission à thème. Le thème sera la dépression. Je serai en compagnie du docteur Alain Gérard, psychiatre, donc qui sera avec moi en direct de 23h à 1h. Donc il pourra répondre à toutes vos questions. Si d'ores et déjà vous voulez envoyer vos questions par mail sur le site europe1.fr, eh bien allez-y. Si vous souffrez de dépression, si vous avez quelqu'un dans votre entourage, un conjoint, quelqu'un de votre famille, un enfant qui souffre de dépression, des parents dépressifs et que vous ne savez pas très bien quelle attitude adopter ou cela a influencé aussi votre comportement, n'hésitez pas, toutes vos questions au sujet de la dépression sur europe1.fr et comme ça nous pourrons vous rappeler dimanche. Bonsoir Rémi. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, je vous appelle parce que j'ai un petit garçon qui va bientôt avoir 4 ans. Oui. Et avec donc mon ex-copine, on s'est séparés quand il avait 1 an et demi. Oui. Et en fait, donc je le vois toutes les 2 semaines, le week-end. Et depuis, enfin, j'ai du mal à me sentir papa. Parce que si je me suis séparé de sa maman, Oui. c'est parce que on n'avait pas la même conception. Enfin, je pense qu'on n'avait pas la même conception de l'éducation. Oui. Ah Et, oui, ça a joué ça dans votre décision. Oui. Qu'est-ce qui vous gênait dans sa conception de l'éducation chez elle, Eh ben, comment dire? Enfin, en même temps, je dis ça, mais j'ai pas grand-chose à lui reprocher à cette demoiselle. Comment dire? En fait, je la trouve. Enfin, je l'ai trouvée au fur et à mesure qu'on a vécu ensemble, Oui. superficielle, et donc son éducation aussi, quoi, en fait. Enfin, l'éducation qu'elle donnait aux petits. Et Qu'est-ce qui est important pour vous alors dans l'éducation à donner à un enfant? Eh ben c'est comment dire, qu'est-ce qui est important, c'est de lui montrer qu'on l'aime, de lui montrer de le mettre dans les meilleures conditions dans la vie, quoi. Et Qu'est-ce qui fait que vous avez le sentiment de ne pas être son père? Parce que vous trouvez que vous ne le voyez pas assez? oui, et aussi parce que elle a refait sa vie. Sa maman a refait sa vie et depuis peu elle a eu un autre enfant, donc mon fils il a un petit frère. Oui. Et enfin il y a ça aussi qui me pèse un petit peu. Et Ça vous fait souffrir? souffrir, je suis content pour je suis content pour tout le monde, quoi, surtout pour mon fils qui a un petit frère. Alors, qu'est-ce qui vous pèse? Pourquoi ça vous pèse? Parce que en fait depuis qu'il est arrivé, le petit, je me revois moi enfant. Oui, d'accord. Parce que j'ai eu mes parents ont divorcé aussi quand j'étais jeune. Vous aviez quel âge, vous, quand vos parents ont divorcé? J'avais 5 ans. D'accord, là, oui. Bientôt l'âge que va avoir votre fils, il en a 4, là. Oui. Et avant d'avoir le petit, en fait, je trouvais ça ridicule de repenser au passé et maintenant que mon fils est arrivé, je fais que ça, en fait. Repenser à moi avant. Pensez à vous, petit garçon. Oui, parce que moi, je pense avoir souffert de la situation, du divorce de mes parents. Oui. Et déjà, vis-à-vis de lui, je me sens mal pour ça, quoi. Vous vous en voulez de lui imposer cette situation? Ah oui, ouais. Oui, de faire ce que vos parents ont fait. Oui.
Quelles sont les images que vous avez, vous, en tête, puisque vous y pensez beaucoup? Il y a certaines images que vous avez en tête, certains souvenirs, certaines paroles? Eh ben moi, quand mes parents ont divorcé, ma maman, elle a refait sa vie aussi avec un homme. Oui. Elle a eu... moi, j'ai eu une sœur avec... Enfin, ma maman et mon papa ont fait un garçon et une fille, moi et ma sœur. Et ma maman a refait sa vie avec un monsieur. Elle a refait 2 filles. Et elle s'est de nouveau séparée de ce monsieur. Oui. Et comment dire... Enfin, le monsieur avec qui elle s'est séparée, donc le papa de mes 2 demi-sœurs, en fait, oui. que je considère comme mes sœurs, mais... Oui, oui. Je l'ai un petit peu considéré comme un papa, vu qu'il était tout le temps là. Et donc, je sais pertinemment que le monsieur qui est avec mon ex-copine en ce moment, ben, mon fils doit le voir un peu comme un papa quelque part, quoi. Et je trouve ça normal. Mais ça vous fait mal au cœur? Oui. Oui. Vous avez peur que finalement cet homme prenne votre place? Oui. Mais c'est même pas que j'ai peur, c'est que je pense qu'il prend ma place, en fait. Et en même temps, j'ai... Pardon? Je crois pas. Oui. Quelle relation vous aviez, vous, avec votre père? Est-ce que vous le voyez? Vous avez continué à voir votre père après le divorce de vos parents? Oui. Régulièrement. Oui. Et, mais par contre, ce qui m'a pesé aussi en voyant mon père, je pense, c'est que mon papa, il a jamais vécu tout seul. Il a toujours resté avec ses parents, donc mes grands-parents. Et quand on allait voir notre papa, on était chez nos grands-parents. Oui. Et de ce fait-là, je pense que la relation que j'ai avec mon père, à l'heure actuelle, elle n'est pas ce que je voudrais, quoi. J'ai plus l'impression d'avoir été élevé par mes grands-parents quand j'allais voir mon père que par mon père lui-même, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que votre père, comme il est revenu vivre chez ses parents, il avait délégué un peu ses responsabilités, l'éducation à ses parents, à vos grands-parents. Oui. Et en même temps, quand on est il gamin, était redevenu un peu le fils. Lui-même, il était le fils là-bas. Donc c'était... Il a toujours... Oui. C'est pour ça que vous avez eu du mal à comprendre un peu les places de chacun. Vous voyez, votre papa, à ce moment-là, c'était un peu comme un grand frère. C'était plus vos grands-parents qui jouaient le rôle de parents. Oui. Oui. Mais quand j'étais petit, ça m'allait très bien, cette situation. Maintenant que je suis adulte, la relation, vous vous demandez un petit peu quel rôle tenir, vous, en tant que père. Comment être un père? Oui. Et j'ai l'impression d'être... quand j'étais avec donc la maman du petit, je suis très... Enfin, je suis toujours, peut-être un peu moins, mais je suis très... je vais pas dire sévère, mais j'aime bien que... j'ai l'impression qu'être papa, c'est... comment dire... Oui, dites-moi. Je m'impose, je lui mets la pression, je voudrais que mon fils soit parfait, en fait. Ah oui. Et... mais personne ne peut être parfait, Rémi. Oui, je sais bien. Vous voyez, ça existe, personne. Mais moi non plus, personne. La perfection, elle n'est pas de ce monde. Et surtout que vous vouliez le mieux possible pour lui. Beaucoup de parents veulent ça, tous les parents, mais il est encore petit, votre fils, donc vous voulez finalement, vous voulez bien faire certainement. Oui. Et en voulant bien faire, peut-être que vous en faites trop. Et c'est-à-dire que vous savez pas très bien ce qu'est un père, comme si un père, ça devait être que dans l'autorité. Oui.
Mais en même temps, quand il est avec moi, je joue avec lui. Bon. Alors. Je suis là. Je suis là tout le temps, quoi. Quand il est avec moi, je suis avec lui tout le temps. Et j'ai peur qu'il... Comment ils étaient vos grands-parents avec vous? C'est-à-dire, vous aviez il y avait aussi bien votre grand-mère que votre grand-père qui s'occupait de vous? Oui. Et comment il était ce grand-père avec vous? Très très grand-père, un grand-père comme tous les gamins peuvent rêver, quoi. Tendre, affectueux. Vous étiez complice avec lui? Vous partagiez des activités avec lui? Oui. Oui. Oui, beaucoup, oui. Qu'est-ce que vous faisiez? C'était plus, oui, j'ai l'impression d'avoir fait plus de choses avec mon grand-père qu'avec mon père, en fait. Et avec votre père, lui, il était alors c'est lui qui était par moment, quand il s'occupait de vous, il était plus sévère? Non. Non. Il était plutôt absent? Absent de par son travail, je Oui. pense. C'est quelqu'un qui travaille toujours beaucoup et qui a toujours beaucoup travaillé. Oui. Et on va continuer à en parler, de finalement qu'est-ce que c'est être un père. C'est une question importante pour un enfant. On va continuer à en parler après le journal de minuit. Donc surtout ne raccrochez pas. À tout de suite. Merci d'écouter Europe 1. Il est minuit et le journal est présenté par Laurence Gontier. Bonsoir Laurence. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous. Le rapport gallois pour relancer la compétitivité, ce sont donc 22 mesures et un effort tout particulier sur la réduction du coût du travail. L'ancien patron de ADS propose donc une baisse de 30 milliards d'euros sur des cotisations sociales, 20 milliards pour les employeurs, 10 milliards pour les salariés et ce sur un court laps de temps, 1 voire 2 années. Cette baisse, il faudra bien la compenser. Pour cela, Louis Gallois propose d'augmenter la CSG et de rehausser la TVA sur certains produits et puis des coupes dans les dépenses publiques. Alors cette baisse des charges de 30 milliards d'euros a été très favorablement accueillie par l'UMP et le patronat. La présidente du MEDEF, Laurence Parisot, a estimé que ce rapport marquait, je cite, une étape décisive vers un Big Bang économique salvateur, tandis que les syndicats ne cachent pas leur inquiétude. Écoutez ce qu'en dit Pascal Pavageau, le secrétaire confédéral de Force ouvrière. Vous avez 21 mesures dans ce rapport qui méritent discussion, concertation, négociation et qui vont dans un sens, en tous les cas, intéressant et acceptable. Et vous en avez une idéologique qui part d'un diagnostic non démontré de soi-disant problème de coût du travail qui vient anéantir les 21 autres. On a déjà 31 milliards d'exonérations de cotisations sociales qui sont, on va dire, perdues pour le financement de la sécurité sociale chaque année. Ça n'a pas créé un emploi, ça n'a pas sauvegardé un seul depuis 1970. C'est pas nous qui le disons, c'est les rapports de l'INSEE, c'est les rapports de la DARES, c'est les rapports publics. Donc on ne va pas rajouter à 31 milliards perdus chaque année pour le financement de notre sécurité sociale, 30 milliards supplémentaires comme le préconise Monsieur Gallois, qu'on s'attache aux 21 autres mesures pour renforcer l'intervention publique, l'investissement public, l'aide aux entreprises, l'aide à l'innovation, l'aide à la recherche et l'aide au développement. Le secrétaire confédéral de Force ouvrière, Pascal Pavageau, répondait à Carole Ferry. Autre proposition qui figure dans ce rapport, mais sitôt rejetée par le gouvernement, la reprise de la recherche sur les gaz de schiste. Louis Gallois est revenu dans la soirée sur ce point. Je n'ai pas proposé qu'on explore le sous-sol français, parce que ça c'est interdit par la loi actuellement. J'ai proposé qu'on travaille sur les techniques d'exploration et d'exploitation du gaz de schiste. Les Américains travaillent là-dessus, les Anglais travaillent là-dessus, le ministre allemand de l'Environnement vient de lancer un programme là-dessus. Je propose qu'on s'associe aux Allemands et pour proposer une initiative européenne de recherche sur les techniques d'exploitation du gaz de schiste, parce que si nous avons du gaz sous les pieds, pourquoi ne pas... Donc ce soir, vous dites au gouvernement que c'est une bêtise de renoncer à l'exploration du gaz de schiste, ou en tout cas aux recherches sur le sujet? Je suis là pour donner mon opinion, et c'est au gouvernement ensuite de choisir. Louis Gallois, invité du journal télévisé de France 2. La balle est désormais dans le camp de l'exécutif. Donc François Hollande a promis des décisions fortes dès ce mardi à l'occasion d'un séminaire gouvernemental sur la compétitivité. Selon une source proche du gouvernement, on devrait s'acheminer vers des crédits d'impôt pour les entreprises, 20 milliards d'euros sur 3 ans, assortis d'un effort supplémentaire sur la dépense publique. La raffinerie Petroplus de Petit-Couronne en liquidation judiciaire pourrait bénéficier d'un nouveau sursis. Les repreneurs avaient jusqu'à ce lundi 17h pour se manifester, mais le tribunal de commerce de Rouen, qui devait trancher ce mardi, pourrait reporter la date limite des dépôts de candidature, car Arnaud Montebourg a annoncé une demande du Fonds souverain libyen qui souhaiterait examiner le dossier.
Direction les États-Unis à présent, où Barack Obama et Mitt Romney vivent leurs dernières heures de campagne. Dans le tout dernier sondage Reuters-Ipsos, le président sortant avec 48% devance de 2 points son rival. Tout se jouera dans une douzaine d'États clés. Le républicain Mitt Romney souffre d'un handicap, sa versatilité. Il change d'avis trop souvent, dit-on à Boston, pourtant son fief du Massachusetts. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1, Xavier Yvon. L'imposant temple mormon domine le quartier huppé de Belmont et ses grosses maisons cachées derrière les arbres. C'est ici que Mitt Romney ira voter demain matin. C'est ici qu'il a élevé ses 5 enfants et c'est ici qu'il a laissé un très bon souvenir à la fois comme gouverneur du Massachusetts et comme évêque de la communauté mormone. Et pourtant, parmi ses proches, certains ne voteront pas pour lui, comme Helen Claire Sivers qui ne reconnaît plus le Mitt avec lequel elle a travaillé pendant des années, celui qui s'occupait des plus pauvres et qui depuis a traité la moitié des Américains d'assistés, celui qui a été soucieux des droits des femmes et qui depuis a durci son discours, notamment sur l'avortement. Je pensais bien connaître Mitt. J'adorais ce type, je le respectais. Jusqu'à ce que je le vois faire la girouette sur tous les sujets. Ce que j'aimerais lui dire, c'est « Mitt, sois toi-même ». Tu as toutes les qualités pour faire un bon président. Tu es un dirigeant né, tu es intelligent, tu as l'expérience à la fois d'homme d'affaires et de gouverneur. S'il est lui-même, je voterai pour lui et j'irai même travailler pour lui. Ultime symbole de Mitt la girouette, c'est lui qui a mis en place l'assurance santé accessible à tous dans le Massachusetts quand il était gouverneur. Une réforme spectaculaire qui a inspiré celle qu'Obama a fait voter pour l'ensemble du pays et que Mitt Romney a promis d'annuler s'il est élu. Boston, Xavier Yvon, Europe 1. Et cette élection présidentielle américaine Europe 1 vous la fera vivre demain et après-demain matinale, la spéciale entre 7h et 9h avec Bruce Toussaint en direct de New York. Retour en France avec cette nouvelle affaire de crèche clandestine à Marseille. 6 mois de prison ferme, 30 000 € d'amende ont été requis contre la responsable d'une structure illégale présentée par la protection maternelle et infantile comme une femme autoritaire qui recevait dans des conditions d'accueil indignes. La sexagénaire s'est défendue en expliquant avoir gardé beaucoup d'enfants en raison de dettes qu'elle avait accumulées. Le jugement est attendu pour le 26 novembre. À Paris, des affrontements ont éclaté en fin de soirée dans le quartier de la Bastille entre hooligans. Bilan, 2 blessés dont un sérieux, des violences entre supporters du PRI Saint-Germain et du Dynamo Zagreb, les 2 clubs qui doivent s'affronter ce mardi soir en Ligue des Champions. 24 personnes, majoritairement des Croates, ont été interpellées. Les sports avec du tennis et cette entrée ratée de Joe-Wilfried Tsonga au Masters de Londres. Le Manceau a été battu par le Serbe Novak Djokovic, numéro 1 mondial en 2-7, 7-6, 6-3. Mercredi, Tsonga devra battre le Tchèque Tomas Berdych pour espérer conserver une chance de se qualifier pour les demi-finales de cette ultime épreuve de l'année. Puis en football, Caen s'est imposé face au Havre en clôture de la 13e journée de Ligue 2, 2-0. Caen qui se hisse ainsi à la 2e place du classement à 2 longueurs du leader Nantes et à égalité de points avec Monaco qui est 3e. Le Havre chute pour se retrouver 14e au classement. La saison des prix littéraires, le Femina a été attribué à Patrick Deville pour Peste et choléra, un roman qui raconte la formidable aventure scientifique et humaine d'Alexandre Yersin, chercheur à l'Institut Pasteur et explorateur. Un chercheur qui a notamment découvert le bacille de la peste lors de la grande épidémie de Hong Kong en 1894. Écoutez la réaction de l'auteur Patrick Deville juste après sa consécration. Je me réjouis que davantage de lecteurs encore rencontrent ce livre. Je me demande quelle serait la réaction de ce pauvre Yersin de me voir pressé par tant de journalistes alors qu'il a passé sa vie à les fuir. Mais écoutez, c'est magnifique. Forcément, on écrit pour avoir le plus de lecteurs possible, qu'il y en a déjà eu pas mal pour ce livre et que là, évidemment, voilà, certains vont le découvrir, vont découvrir aussi les autres. Enfin, c'est pas... Il m'est déjà arrivé d'être sélectionné dans les prix. C'est vrai que c'est déjà très important parce que ça met les livres en valeur. Alors les obtenir, c'est une excellente nouvelle. Propos recueillis par Simon Rubin. La météo à présent, eh bien, ça s'améliore dans le ciel. Retour des éclaircies sur le quart nord-ouest du pays. Du soleil toujours sur la façade méditerranéenne. Encore quelques averses en Aquitaine. Toujours de la pluie en revanche en Auvergne. Et des chutes de neige au-dessus de 800 mètres dans les Alpes, au-dessus de 1200 mètres dans les Pyrénées. Au meilleur de la journée, le mercure affichera 9 degrés à Clermont-Ferrand, Strasbourg et à Arras. 10 degrés prévus à Paris. 12 à Bordeaux, 16 à Marseille et Perpignan et 17 à Ajaccio. Très belle nuit à vous sur Europe 1. Il est minuit 8 et vous êtes en compagnie de Caroline Dublanche.
C'est la deuxième heure de votre libre antenne sur Europe 1. Nous sommes ensemble et en direct, bien sûr, jusqu'à 1h. Et je vous invite à continuer à appeler le 3921 pour nous parler de vous et de votre vie. Et vous pouvez aussi, si vous souhaitez réagir à un témoignage, appeler à tout moment le 3921. Vous pouvez également vous manifester par SMS au 7 39 21 en commençant votre message par le mot nuit ou nous envoyer vos mails sur le site europe1.fr. Alors nous sommes en compagnie de Rémi. Rémi, vous avez un petit garçon de 4 ans. Vous êtes séparé de sa maman depuis qu'il a 1 an et demi. Vous le voyez une fois toutes les 2 semaines et à travers lui, vous revivez votre propre enfance, puisque vos parents ont divorcé quand vous aviez 5 ans et ça a été assez difficile à vivre pour vous. Et vous vous interrogez sur le fait de qu'est-ce que c'est qu'être un père, puisque votre propre père est revenu vivre chez ses parents et quand vous alliez le voir, c'était surtout vos grands-parents qui s'occupaient de vous. Et moi, je vous disais que si vous voulez, même si votre ex-compagne est aujourd'hui à nouveau avec un homme avec qui elle a eu un bébé, même si cet homme partage le quotidien de votre fils sait qui est son père. Très tôt, les enfants savent qui est leur père. Et si vous voulez, cet homme ne peut pas vous remplacer parce que vous restez présent dans la tête de votre fils, même si vous n'êtes pas présent, si vous voulez, physiquement. D'abord parce que vous êtes présent. Alors peut-être qu'une fois toutes les 2 semaines, vous trouvez que ce n'est pas suffisant. Vous aimeriez l'avoir davantage, je ne sais pas. Qu'est-ce qui... Le week-end passe très vite, c'est clair. Mais... Oui. Et en même temps, je parle beaucoup de son beau-père, entre guillemets. Si c'est son beau-père. Oui, c'est son beau-père, oui. Oui, j'en parle avec lui. Pourquoi vous en parlez avec lui ? Parce que je pense qu'il a une place importante aussi, vu pour moi, il a ma place en fait. Oui, mais c'est là où je pense que vous faites fausse route. C'est parce que vous en parlez, parce que ça vous angoisse. Et que même finalement, les moments que vous passez avec votre fils, vous mettez ce beau-père entre vous deux. C'est vrai, j'en prends beaucoup. Donc, les moments que vous passez avec votre fils, vous êtes avec lui. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme si sa vie, lorsqu'il est chez sa maman et avec son beau-père, n'existait pas, parce que ça serait nier aussi ce qu'il vit. Vous ne pouvez pas le couper en deux, votre petit garçon. Il vit avec sa maman, et donc qui vit avec un nouvel homme qui est son beau-père. Et puis, il vient vous voir toutes les 2 semaines, vous qui êtes son papa. Donc, il y a besoin, si vous voulez, chacun à sa place. Et ces places, elles ne sont pas interchangeables. Et si vous pouvez lui en parler, c'est pour lui expliquer qui est qui. Ce qui vous a peut-être manqué, vous, quand vous étiez enfant. Ou, en tout cas, mais personne ne peut prendre votre place. Oui. Voyez, ce beau-père, tant mieux si il est attentionné, même aimant vis-à-vis de votre fils, c'est une bonne chose pour lui. Et si votre fils a de l'affection pour ce beau-père, tant mieux. Il vaut mieux ça que s'il avait un beau-père antipathique et qui soit dur avec lui. Pour autant, vous êtes son père et vous restez son père. Ouais. Et ça, votre fils, même tout petit, il le sait. Ouais, je pense que oui. Hein. Ouais.
Pourquoi voulez-vous, finalement, quand vous me disiez que vous vouliez la perfection pour votre fils, est-ce que c'est pas une façon, quand vous parliez de perfection, de cette pression que vous mettez autour de cette relation, est-ce que c'est pas une façon de réparer quelque chose de votre histoire à vous, où vous avez manqué de père, où c'était plutôt votre grand-père qui tenait ce rôle-là, ce qui est important parce que ça vous a aidé à vous construire. Vous étiez très proche de votre grand-père. Oui. Hein, donc vous avez cette image-là. Finalement, c'était votre grand-père, mais quand vous dites comment être un père, vous avez cette image de grand-père qui a pu être un père pour vous, qui s'est comporté comme un père. Ouais. Donc c'est un modèle. Oui. Mais peut-être que dans cette idée de perfection, c'est une façon de vouloir compenser, réparer quelque chose de votre histoire à vous, d'enfant. Vous ne pensez pas ? Ouais, si. Je reçois beaucoup de messages pour vous qui disent un enfant sait dès son plus jeune âge qui sont ses parents. Il gardera en lui les moments qu'il passera avec vous et peut pas vous oublier. Profitez de ces moments avec votre enfant. Personne ne peut vous remplacer. Et puis quelqu'un dit vous aimez beaucoup votre fils, ça s'entend. Ne vous inquiétez pas à ce point. Vous êtes, on l'entend, un bon père. Il y a aussi un autre quelqu'un qui dit mon papa est décédé lorsque j'avais 4 ans. Ma mère s'est remariée et a refait sa vie avec un nouvel homme que j'apprécie beaucoup, mais qui n'a jamais pris la place de mon père. Personne ne pourra prendre votre place, qui est très importante. Alors c'est vrai qu'on ne dira jamais aussi assez que un père, même s'il est absent, parce qu'il y a des pères qui sont absents, le père qui, là en l'occurrence cet auditeur évoque un père décédé ou un père qui est distant géographiquement, existe aussi dans le discours de la mère. Et c'est important la façon dont la mère va parler du père. Hein, les mères ont un très grand pouvoir à ce niveau-là. Et c'est important de pouvoir faire exister le père. Oui, mais justement, je ne sais pas comment j'existe à travers sa mère. Je ne sais pas comment j'existe, en fait. Parce que quand il est chez moi... ben, je lui parle de sa maman, je lui parle de son papa, je lui parle de son frère, je lui parle de toute la belle famille que j'avais avant, quoi. Et quand j'étais petit, ma maman, on parlait beaucoup de mon papa, de mes grands-parents, quand j'allais en vacances en week-end. Oui. Et je sais pas si la maman de mon fils, je sais pas comment je suis. Comment elle parle de vous? Ouais, je sais pas. Vous avez peur qu'elle ne parle pas de vous, qu'elle en parle pas bien? Oui, qu'elle en parle pas bien, je sais pas. Vous n'avez pas de contact avec elle? Si. Si? Mais c'est des contacts. C'est superficiel, quoi. J'ai l'impression d'être une nounou, en fait. Oui, mais je pense que ça vient de votre... C'est compliqué et malheureusement beaucoup de pères qui ont leur enfant comme ça dans des droits de visite, hein, ce qu'on appelle, ou quand c'est la mère qui a la garde de l'enfant et que le père le voit peu, ont du mal, comme vous, Rémi, même s'ils n'ont pas votre histoire, puisque vous avez eu du mal à nouer une relation avec votre père lorsque vos propres parents ont divorcé, même des pères qui ont eu des parents unis, lorsqu'ils divorcent, parce qu'ils ne voient pas suffisamment leur enfant, ont du mal à créer cette relation, vous voyez, à se sentir pleinement père. Oui.
Donc vous, de par votre histoire d'enfant qui avait souffert du divorce de vos parents, ça renforce aussi ce sentiment-là. Et vous avez peur finalement de ne pas être suffisamment présent. C'est peut-être pour ça que vous voulez vous imposer, vous affirmer en étant sévère, comme si vous vouliez lui donner un cadre, des références, voyez ? Oui. Mais finalement, du coup, ça paraît entre bien sûr qu'il y a une autorité à avoir, mais l'autorité, c'est pas de l'autoritarisme. C'est-à-dire que vous le dites aussi, vous avez des moments où vous jouez avec lui et vous pouvez donner un cadre, des repères, et en même temps être tendre et affectueux avec votre petit garçon. Oui, mais je le suis. Hein. Moi, je n'en doute pas. Je n'en doute pas parce qu'on sent qu'il y a beaucoup d'amour dans la façon dont vous nous parlez de lui. Mais je pense que peut-être, dans la mesure où vous pensez beaucoup, depuis que vous êtes devenu père et depuis en plus que vous êtes séparé de sa maman, que ça vous ramène beaucoup à ce que vous avez vécu, vous, petit garçon, pourquoi vous n'iriez pas en parler un peu ? Comme vous le faites avec moi, mais avoir quelques séances avec un psychothérapeute pour vous aider peut-être à faire la part des choses entre ce qui est votre histoire à vous, d'enfant, et l'histoire de votre fils. Parce que c'est pas la même histoire. Non, ben non. Parce que vous êtes présent. Oui. Votre père, il était présent physiquement, mais absent d'une certaine façon psychiquement. Alors vous êtes peut-être moins présent physiquement que vous le souhaiteriez, vous ne le voyez pas comme vous souhaiteriez le voir, pas assez, mais quand vous le voyez, vous êtes très présent. Voyez, vous êtes très disponible pour lui. Et ça compte, la qualité. Voyez, la qualité du temps compte beaucoup. Ouais. Il y a Liliane qui dit... témoignage très émouvant. Vous seul êtes le père et vous le prouvez en vous préoccupant de lui. C'est également une chance qu'un beau-père s'occupe bien de lui aussi. Oui. Et puis Sabrina qui dit Rémi restera toujours le père de son fils. C'est à lui de se battre pour garder son rôle de père auprès de lui, mais d'ailleurs personne ne vous le conteste. Et il faudrait essayer de cesser de culpabiliser vis-à-vis de votre fils. Parce que c'est ça, c'est comme si vous étiez dans la culpabilité. Il y a Lilia qui dit vous ne vous faites pas suffisamment confiance et c'est votre anxiété qui risquerait de déstabiliser l'harmonie que vous avez envie de créer avec votre fils. Et c'est pour ça qu'il faudrait... Enfin, moi je vous conseillerais d'en parler peut-être un peu, pour être un peu moins anxieux et pour parler de ce qui vous a fait souffrir, vous, petit garçon. Pour, comme ça, laissez votre histoire, reconstruire votre histoire, vous d'enfant, et vraiment faire la part des choses avec votre fils. Parce que c'est pas la même histoire. Et ça va vous apprendre à être plus confiant, plus sûr de vous. Ouais. Et puis peut-être demander à la maman, après vous allez voir quand votre fils aussi va grandir, d'être impliqué par rapport à l'école, vous voyez, par rapport au rendez-vous avec les enseignants, mais que ça passe pas non plus par seulement les résultats scolaires, mais être impliqué dans des activités à partager avec votre fils quand il va grandir, des loisirs, des choses comme ça, vous voyez. C'est pas seulement Parce que votre fils, vous ne faites pas que le garder pendant toutes les 2 semaines. Par votre présence, par ce que vous lui transmettez, vous l'aidez à se construire. Par le fait que vous pensiez à lui et que votre fils, il sait ça quand il repart chez sa maman, qui vit avec son beau-père, il sait qu'il a son père qui pense à lui et qu'il aime. Et là, vous restez dans la tête et dans le cœur de votre fils. Ça ne disparaît pas, vous ne disparaissez pas. Non. Mais enfin, ça, j'en doute pas. Enfin, j'en doute pas.
Et puis, je vous dis, soyez, il faut rester confiant et par rapport aux droits que vous pouvez avoir et que la loi vous reconnaît, comme le dit Marie, faites-les valoir aussi. Mais personne ne vous les discute, vos droits-là. Hein? Oui. Mais, il y a aussi quand le petit est arrivé, j'étais dans l'armée. Et quand il est arrivé, j'ai tout lâché en fait pour aller m'occuper de lui. Oui. Et je me suis occupé de lui jusqu'à ses 9 mois. Oui. Et en fait, quand il a eu 9 mois, on l'a mis à la crèche pour que je puisse retrouver un travail. J'étais au chômage. Oui. Et je suis toujours au chômage à l'heure actuelle. Et en fait, j'ai l'impression que quand mon fils a été à la crèche, c'est là que mon ex m'a mis la pression sur le fait que j'avais pas de travail, sur le fait que j'avais pas de travail, donc pas d'argent. Et en fait, j'ai l'impression j'ai gagné la plus belle chose de ma vie, c'est lui, mais j'ai perdu gros dans cette histoire, quoi. Sa mère. Sa mère, au début qu'on était séparés, quand mon fils y venait, quand j'allais le chercher, il venait me voir à la maison, sa mère, elle me manquait. Et aujourd'hui? Pardon? Et aujourd'hui? Aujourd'hui, je vois pas mon fils ailleurs qu'avec sa maman, de toute façon. C'est sa mère qui vous manque ou c'est c'est la famille que vous avez constituée? C'est ça. C'est la famille. Oui. C'est cette notion de famille. On voit à quel point c'était important pour vous. Vous voyez, quand votre bébé est né, vous avez quitté votre métier pour vous occuper de lui. C'était important d'être présent, très présent pour lui. Oui. Je me voyais pas ailleurs qu'avec lui. Oui. Donc oui, là, ce qui est d'autant plus dur qu'après votre compagne vous ait fait le reproche d'être au chômage, de ne pas gagner d'argent, parce qu'en fait vous vous étiez mis en disponibilité pour pouvoir vous occuper de votre fils. Oui, et puis que elle puisse être bien dans son taf, qu'elle voulait pas dans son travail, qu'elle voulait pas. Alors on voit d'habitude plutôt les mères faire ça. C'est vous en tant que père, c'est beaucoup plus rare qui vous êtes occupé de votre bébé. Et vous savez, ces 9 mois-là, comme le dit Cathy, c'est très important, ces liens que vous avez tissés. Oui. Ces tout premiers temps de vie là, ils sont essentiels. C'est là où se construisent toute la sécurité affective, tout le narcissisme de l'enfant, il y a des choses essentielles. Donc ça, il ne peut pas l'oublier. C'est en lui, c'est inscrit en lui à jamais. Maintenant, en revanche, il serait important de vous occuper aussi de votre vie et de reprendre, de retrouver, de tout faire pour retrouver une activité professionnelle, Rémi. Parce que sinon, vous pouvez avoir le sentiment d'avoir tout perdu, effectivement. Vous n'avez plus votre fils avec vous dans un quotidien, plus sa mère, la famille que vous avez créée. En plus, vous n'avez plus de travail. Ça fait beaucoup pour vous sentir bien. Donc, il faut que vous vous retrouviez, il faut mettre toutes les chances de votre côté pour retrouver un travail. Vous voulez être à nouveau dans l'armée? Qu'est-ce que vous voulez faire? Non, parce que l'armée, c'est plus possible, parce que je suis parti avec la manière forte. Donc, c'est fini, ils veulent plus de moi. Vous avez démissionné? Je me suis fait réformer. D'accord. Et vous cherchez dans quoi, alors? Là, je suis en formation. Je suis en formation pour être bûcheron. D'accord. Et donc voilà, j'espère. C'est bien si vous êtes en formation. Après, la formation dure combien de temps? Jusqu'au mois de juin. Bon, c'est une bonne chose. Donc vous n'êtes pas là sans projet, sans activité. Vous êtes en formation jusqu'au mois de juin et après vous allez chercher un emploi de bûcheron. Oui. Oui. Bon.
Il va être fier, votre petit garçon, d'avoir un papa bûcheron. Ouais, j'espère. Ah oui, d'avoir un papa costaud. Ouais. Mais oui. Essayez quand même de parler un peu de, si vous le pouvez, si votre formation, tant que vous êtes en formation, si elle vous en laisse le temps, de trouver un lieu, peut-être si il y a un CMP, un centre médico-psychologique, ou demander à votre médecin traitant les coordonnées d'un psychothérapeute pour parler un peu de votre histoire, vous, d'enfant, parce qu'on sent que ça vous pèse terriblement. Et comme ça, vous ferez mieux la part des choses. Il y aura moins d'anxiété par rapport à la relation à votre fils, d'accord? Parce que comme le dit Yannick, finalement, à trop se poser de questions, on s'angoisse de plus en plus par rapport à comment agir vis-à-vis de son enfant. Donc, parlez-vous de vous, enfant, et comme ça, vous serez plus serein dans la relation que vous avez avec votre fils. Ouais. Hein? Mais rassurez-vous, hein, il n'y a pas de raison que votre fils, il sait très bien que vous êtes son papa. Personne ne peut prendre votre place. Ouais. Merci Rémi de votre appel. Merci à vous, merci à tous les auditeurs qui ont envoyé des messages et un grand bonjour à toute votre équipe qui a la pêche, quoi. Merci Rémi. Au revoir. Merci à vous Caroline, au revoir. Au revoir. Bonsoir Michel. Caroline, merci beaucoup d'avoir pris mon appel. Et merci pour l'émission que j'écoute depuis 10 ans, heureusement. Quand on a le cafard, heureusement que vous êtes là au poste. Ah, merci. Je suis ravie de savoir que je vous tiens compagnie. Ah oui, surtout quand on ne voit pas à la télé, heureusement que vous êtes là. Alors, je vous téléphone pour un problème qui n'est peut-être pas un problème pour les auditeurs, mais moi qui me rend malade. Oui. Malheureusement, j'habitais 36 ans dans un appartement. Oui. Je peux plus sortir parce qu'il y avait 3 étages, donc ça faisait 57 marches pour descendre, pour remonter. Et comme je perdais la vue, j'ai dit pourquoi pas prendre un rez-de-chaussée. Oui. Donc on m'a attribué, j'ai attendu 3 ans pour avoir cet appartement, enfin ce rez-de-chaussée. Oui. Et malheureusement, il est trop humide, mais tellement humide que j'ai que 18 degrés, même avec le chauffage à 23 degrés. Ah bon? Oui. Alors, le traversin est froid, le matelas est froid, les draps sont froids, enfin, tout ce que je mets sur moi, c'est froid. C'est désagréable, ça. Oui, c'est très désagréable. Alors, je regrette, je me dis, mais c'est de ma faute, j'aurais pas dû partir. Je me mets en question. Parce que vous êtes resté dans la même ville, mais vous avez changé de résidence. Oui, mais je suis partie, entre guillemets, à cause de ma fille. Parce qu'elle a voulu vraiment que j'habite près de chez elle, à 10 km de ma ville. Et je regrette vraiment parce que j'ai plus de personnes bénévoles, les soins sont très loin, il n'y a pas d'assistante sociale, il n'y a pas de taxi. Mais pourquoi votre fille a voulu que vous habitiez près de chez elle? Parce que elle disait, comme tu perds la vue, ça sera mieux pour les courses. C'est vrai que comme elle a eu une éventration, elle ne pouvait plus monter les 3 étages. Avec les courses, il n'y avait pas d'ascenseur. Et puis, comme mon petit-fils m'aime beaucoup, il me dit, voilà, tu te rapprocheras, il viendra souvent chez toi. Puis en définitive, non, je suis coupée de... Vous ne vous plaisez pas? Comment? Vous ne vous plaisez pas? Ah non, pas du tout. Et dès que je suis arrivée ici, j'ai senti cette humidité. Et j'ai cherché, je suis là depuis début mai. Oui. Et depuis début mai, j'ai tout de suite cherché un autre organisme pour changer d'appartement. Tellement, même pour la canicule, il faisait frais. C'était comme dans une cave. Oui, mais c'est pas bon de vivre dans un logement comme ça, trop humide. Voilà, donc j'ai beaucoup de problèmes de santé que je n'avais pas avant. Oui, forcément, oui. J'ai beaucoup d'otite. Ah oui. Voilà, j'ai perdu de l'audition depuis que je suis ici. J'ai de l'arthrose, il paraît, dans l'articulation de l'oreille. Oh là là, oui. Voilà, donc je perds la santé, j'ai la langue qui me brûle, j'ai le palais qui me brûle, ça c'est le stress. Mais alors dites-moi, c'est à la limite insalubre là, oui, si c'est à ce ce niveau-là. Le docteur m'a dit. Et j'ai téléphoné à l'organisme. Il faut, c'est ça l'organisme, parce que mais l'organisme qui s'occupe des logements sociaux. Voilà, c'est des logements sociaux, voilà. Oui, mais il y a un autre organisme qui s'occupe de l'hygiène des logements, enfin. Alors ma fille a fait du courrier, même avec accusé de réception. Ils ne veulent rien savoir quand vous leur avez dit qu'il y avait une humidité. Et votre médecin peut pas vous faire un certificat médical?
je l'attends vendredi, donc je lui demanderai. Mais l'otorino, il veut pas me faire il a téléphoné à un élu de la mairie. Votre médecin, votre ORL? Oui, parce que je fais des otites quotidiennes, donc ça me D'accord. rend sourde. Oui, mais c'est bien qu'il a appelé, oui. Oui, mais quand j'ai appelé la secrétaire de cet élu, elle m'a dit qu'elle n'était pas au courant. Alors je suis vraiment, ce soir, j'ai un cafard. Mais la secrétaire n'est peut-être pas au courant Elle dit, on n'a tout. pas eu de retour. Alors, et puis après, j'ai réfléchi, mais après tout, elle m'a dit, vous cherchez dans quel quartier? Donc je lui ai dit. Puis après, elle m'a dit, mais je me suis dit, après, quand j'ai raccroché, j'ai pas demandé mon nom, mon adresse. Ah, ça y est, je me suis fait encore avoir. Oui, donc vous voyez, comment voulez-vous qu'elle puisse vous dire s'il y a un retour si elle n'a pas demandé votre nom? Voilà. Alors après, je me dis, mais ici en plus. Oui, elle s'est débarrassée au plus vite de l'appel, quoi, pour. Et j'ai remarqué, heureusement que j'ai remarqué qu'ici, je perds beaucoup la mémoire. Oui, oui, parce que vous n'êtes pas bien. Ah, pas du tout. Donc vous n'êtes pas bien, donc c'est. Oui, mais c'est un coup à déprimer, hein, déjà, parce que si vous perdez déjà la vue et que vous vous retrouvez dans un endroit aussi désagréable, là, si vous vivez dans une cave, là. J'ai 3 épaisseurs pour. Oui. Voilà, il faut avoir des chaussettes. Alors moi, mon petit-fils, il dit la honte, mamie. Je dis bien sûr, tu vois ici. Et c'est vrai que lui aussi, il met 2 pyjamas. Il dit ça fait froid chez toi, mamie. Non, mais alors ça, quand même. Alors déjà, il faudra voir avec l'appui mais il faut que vous changiez de logement, hein. Ben oui, mais je téléphone depuis le mois de mai aux organismes. Alors ils m'ont dit voilà, vous êtes suppléante pour l'attribution. On dit pas l'attribution. C'est quand c'est attribué avant. Comment dit-on? Oh, j'ai perdu le mot. Pour la demande de logement, pour un échange. Oui. Bon, je passe en commission. Excusez-moi, c'est le mot que je cherchais. Oui. Alors, je passe en commission un peu partout, mais je suis pas du tout attribuée depuis le mois de mai. C'est un peu long, oui. Ça, c'est toujours un peu long, hein, les commissions. Voilà. Oui, c'est ça. Mais vous voulez rester, revenir dans le centre-ville? Ah oui. Vous aimeriez, voilà, c'est ça. Vous auriez plus. Pour les soins, pour le docteur. Vous seriez proche. Ah oui. Oui, parce que finalement, c'était pas une bonne idée. Non. De vous rapprocher de votre fille. Non, puisque son ami ne veut plus que je téléphone. En plus. Ah bon? Non. Non, je pleure tous les jours, alors qu'avant, je pleurais pas beaucoup, pas à ce point-là, mais là. J'ai même des idées très noires. C'est pour ça que je vais appeler Caroline parce que depuis vendredi, vous commencez à vous déprimer. Ah oui. Pourtant, je suis forte parce que ça fait 10 ans que je suis handicapée. Là, vraiment, maintenant, les périphériques s'en vont. Alors, j'ai pris ce logement aussi pour dire, si je suis aveugle, je serai bien. Je serai au rez-de-chaussée. Oui, il faut que vous vous sentiez bien, bien sûr. Voilà. Oui, par commode, il y a un petit coin de jardin. Oui. Voilà. Et puis, voilà. Pour moi, c'est la catastrophe. Et c'est très cher pour déménager. Bien sûr que ça a un coût de déménager à chaque fois. Voilà. Évidemment que ça... Le problème, c'est quand même que ça me donne des angoisses, des crises de spasmophilie. Je vous dis, des brûlures à la langue. Ça me donne des... Oui, c'est ça, c'est du stress. Voilà. Non, mais vous allez pouvoir. Il faut pas que vous restiez dans ce logement là. Si vous n'êtes pas bien, il faut que vous trouviez un autre logement où vous soyez mieux, puis que vous reveniez en centre-ville où vous pourrez bénéficier de tous les soins, où vous avez vos repères finalement, où c'est plus facile pour vous d'aller voir le médecin. Le médecin se déplace à domicile plus facilement. Voilà, là, faut attendre une semaine. Bien sûr, oui, tout à fait. Et je suis très déçue. Vous êtes trop isolée, là. Ah oui, là, finalement. En plus, j'ai plus le droit de téléphoner, alors je laisse des messages sur le portable, mais ma fille ne me répond pas. Oui, alors qu'elle vous avait dit de venir pour vous rapprocher d'elle, pour les courses, pour mon petit-fils qui viendrait souvent dîner, et puis c'est pas vrai. Donc il vient quand même, votre petit-fils, puisque vous dites qu'il est il a le droit de venir aussi. qu'une journée. Le papa ne veut pas qu'il reste 2 jours. Bon. Non, voilà. Les idées noires, c'est dommage parce que... les idées noires, il faut que vous en parliez avec votre médecin. Hein. Pas les laisser s'installer comme ça. Parce que là, ça fait beaucoup. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Voilà, oui. Vous vous sentez un peu comme prisonnière de cet appartement, que vous avez fait un mauvais choix. Mais ça va s'arranger, hein, Michel. Voilà.
excusez-moi de vous dire, si je suis aveugle, je ne pourrais pas visiter un autre appartement. Je ne vais pas voir la distance dans une pièce. C'est ça qui me fait peur. Oui, je comprends, mais vous pourrez quand même sentir des... vous savez, comment vous vous sentirez dans cet appartement? Parce que ma fille a cherché sur Internet pour une location. Elle m'a quand même emmenée pour un appartement, mais elle m'a très mal parlé. Donc, et qui pourrait vous accompagner d'autre? Personne, parce que je suis à 10 km de ma ville. Et voilà. J'ai plus de bénévoles qui viennent me voir une fois par semaine. Le médecin vient qu'une fois par semaine. Il n'y a pas de taxi. Non, franchement... Et il n'y a pas d'association Valentin UI dans ma ville, mais pas là. Oui, mais il faudrait les contacter. Oui. Parce qu'ils pourraient vous aider, voyez, là, même par rapport à des démarches, ou, voyez, ils pourraient être en soutien pour vous. Oui. Et même l'assistante sociale, faut oui, c'est pas une bonne idée que vous soyez partie de la ville, parce que là, une assistante sociale pourrait vous aider. Non. L'association Valentin UI. L'assistante sociale, elle se déplace pas. Faut se déplacer dans un local. Et elle m'a dit, de toute façon, nous n'avons pas le pouvoir maintenant pour le déménager de quelqu'un. Non, c'est malheureux. Je pense au suicide. Pourtant, j'y faut pas, puisque mon petit-fils m'aime beaucoup. Mais enfin, non, je suis... Oh ben non, ça, il n'y a pas de... Vous n'allez pas... c'est me laisser mourir sans manger, sans boire. J'en suis à ce point-là. Depuis vendredi. Ah oui, non, mais ça va pas. Il faut pas que vous restiez avec des idées aussi sombres comme ça. À ce moment-là, vous pouvez demander à vous faire hospitaliser, alors. Non, si vous n'êtes pas bien. Après, après ça va, c'est le week-end. Oui, mais vous pouvez demander... votre médecin, là, il peut venir vous voir. Vendredi, oui, que le vendredi. Bon, appelez-le pour qu'il vienne vous voir vendredi. Oui, je l'ai appelé, oui. Bon, il va venir vous voir vendredi, là? Oui. Bon. Et c'était pour parler de maison de retraite. Parce que vous souhaiteriez aller dans une maison de retraite? Pas vraiment, mais si je trouve pas de logement... j'ai quand même à 18 degrés ici. Non, mais vous pouvez pas rester là comme ça. C'est-à-dire qu'il faut à ce moment-là... Surtout que je paye le forfait assez cher et j'ai que 18 degrés. Mais il n'y a pas quelqu'un dans votre famille autre que votre fille qui pourrait vous accompagner, faire des démarches? Vous n'avez plus du tout de famille? Non. Et vous n'avez pas des voisins sympathiques? Non, parce que là, depuis le mois de mai, je n'ai pas pu côtoyer. Et puis comme je ne vois pas les personnes, je ne vois plus les ombres. Donc non. Mais il faudrait que vous contactiez l'association Valentin UI de votre ville. Je vais essayer, oui. Vous avez les coordonnées? Non, j'ai pas. Depuis le déménagement, j'ai beaucoup perdu d'adresse. Bon, on va vous faire une recherche. Parce que je perçois maintenant à quelques millimètres. Vous êtes à côté d'où? Je suis dans le Cher. Vous êtes dans le Cher. Oui. Bon, vous nous donnerez la ville plus précisément et on va vous faire une recherche de l'association pour que vous puissiez les appeler. Voilà, oui. Oui, mais ils peuvent voir avec des bénévoles. Enfin, ils vont vous conseiller de ne pas vous laisser dans cette situation. Et puis déjà, vendredi, donc votre médecin traitant va venir vous voir vendredi. Oui, mais c'était pour une maison de retraite. Non, mais déjà, avant une maison de retraite, par rapport à cet état dépressif là que vous avez actuellement, de ces idées noires, vous songez au suicide, à ce moment-là, il faut peut-être trouver une maison, en attendant, parler de maison de retraite, une maison médicalisée, une maison de repos un peu. Ça vous permettrait de partir déjà de ce logement où vous ne faites que ruminer, où vous n'êtes pas bien. Oui, c'est normal quand vous êtes comme dans une grotte là, humide, il fait froid. Vous déjà vous perdez la vue, il fait froid, donc ça va pas du tout. Donc votre médecin va bien voir que vous n'allez pas, et à ce moment-là, il peut demander une hospitalisation, qu'au moins vous soyez entouré, qu'il y ait des gens qui s'occupent de vous donner un traitement, et vous allez voir que déjà, vous n'aurez plus ces idées noires, et que vous allez voir que malheureusement pour votre vue, les choses peuvent pas s'arranger comme ça, mais pour le logement, il y a des solutions. Donc ça vaut pas la peine, il faut pas, voyez, on se suicide pas pour cette histoire de logement là, vraiment. Non, c'est pas un suicide, c'est ne plus manger. Non, mais c'est que vous n'en pouvez plus. Ben oui, mais c'est parce que vous perdez goût à tout là. C'est parce que vous n'êtes pas bien. Donc non, pas du tout.
Donc, il faut déjà que, si vous voulez, il faut déjà qu'il vous donne un traitement et vous allez voir que vous allez très vite retrouver un petit peu d'énergie et que dans ces cas-là, vous pourrez voir, ça vous paraîtra, les démarches vous paraîtront moins difficiles. Voilà, vous allez voir de nouveau de l'espoir. Voilà. Oui, tout vous paraît difficile actuellement. Des corvées, de téléphoner, de refus. Tout vous paraît dur. Voilà. Oui, tout vous paraît difficile, hors de portée. Voilà. Vous n'avez plus d'énergie là actuellement. Quand je de le demande à faire. ma fille, C'est peux-tu me donner normal. un numéro de téléphone, tout ça? Bon, non, il n'y a pas de retour sur le portable, il n'y a pas du tout. Oui. Mon petit chien, vous êtes... c'est pareil, j'ai un petit chien, c'est pour ça que vous parliez d'hospitalisation. Oui. Mais mon petit chien, elle ne voudra pas le garder. Déjà, ils maltraitent leur petit chat qui était très gentil, qui fait que de parler, un petit chat qui parle tout le temps. Oui. Ah, donc je ne peux pas leur donner le chien, de toute façon, avec son ami, là, ça ne va pas. Mais vous savez que pour les petits chiens, il y a parfois le vétérinaire qui fait un service de garde oui, mais là, malheureusement, quand on est hospitalisé. Oui, normalement, oui. Ou mais là, aussi l'ASPA qui fait un service de garde. Je ne vous dis pas de le mettre à la SPA. Non, bien sûr. Mais le temps d'une hospitalisation, vous pouvez le mettre à la SPA. Alors, moyennant, effectivement, il y a une pension à verser, mais qui est moins chère que, vous voyez que parfois, quand c'est chez un particulier, et vous le récupérez à votre sortie. Il y a cette possibilité-là. Si ils ont de la place, parce que malheureusement, les refuges sont souvent très encombrés. Mais il y a cette possibilité-là. C'est un chien que j'ai adopté, qui est très... qui a des problèmes... on va dire que pas comme moi, mais enfin, il a peur de tout. Il est peureux. Ah oui. En plus, ici, il devient sale. Oui. Et donc, il est stressé. Je le stresse sûrement. Dès que je le prends, il fait pipi dans les mains. Donc, peut-être qu'il sent votre stress, oui. Oui. Vous n'êtes pas bien et ça... vous savez, les chiens, c'est un peu comme les tout petits enfants, ils ont ce côté éponge, ils ressentent très bien l'état émotionnel de notre état émotionnel. Par contre, il y a ce petit bout de jardin, mais il s'enfuit. Donc, je ne peux pas le rattraper. Donc, j'appelle ma fille. Il y a pas de... Oui, donc le confier à un particulier, c'est un peu compliqué parce que sinon, chez les vétérinaires, il y a des adresses aussi de particuliers. Vous savez, il y a toujours des gens qui peuvent garder des animaux moyennant, pareil, finances. Oui. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a la priorité, oui. C'est un autre logement. Comme j'ai une certaine chance de ce côté-là que je peux redéménager. Je vais déjà vous donner les coordonnées de l'association Valentin, oui, alors j'ai le numéro là à Paris, mais c'est un serveur vocal, vous vous laisserez guider parce qu'ils vous donneront certainement à ce moment-là l'adresse dans votre région. Ah oui, le numéro de téléphone dans votre région. Oui, peut-être. Parce que là, on n'a pas encore. Il faudrait que vous nous donniez peut-être plus précisément votre ville. Dire la ville, alors. Ouais, bon. Alors, vous pouvez noter? Oui, à quelques millimètres, pardon. Je serai un petit peu longue. Bon, alors on va vous le donner hors antenne. On va vous le donner hors antenne. Je vais vous lire des messages en attendant qui disent tenez bon Michel, je ne peux rien faire malheureusement, mais ça me touche tellement. J'espère que votre situation va s'arranger. C'est Margaret. Il y a Yves qui dit effectivement vous ne pouvez pas rester vivre comme ça dans un appartement aussi humide. Il est nécessaire de déménager. Il y a Violaine qui dit en attendant des jours meilleurs, je conseille une bouillotte bien chaude que vous mettez dans votre lit 5 minutes avant de vous coucher. C'est vrai que déjà avoir un peu de chaleur dans votre lit, c'est important. De l'autre côté du lit, il est aussi froid après. J'ai déjà fait l'essai. Oui, mais ça fait en attendant un petit peu. Voilà. Et puis Brigitte qui dit que quand vous irez mieux, quand vous aurez un traitement, les choses devraient s'arranger. Vous allez voir, tout va vous paraître un peu moins compliqué. Et vous allez voir qu'il y a une solution, parce qu'il y a une solution pour cet appartement. Il y a des démarches à faire. Voilà, oui. Ah, quand? Oui, pour le moment, vous aimeriez que ça s'arrange tout de suite. Oui, je voudrais partir avant Noël. Je comprends, mais... Parce que pendant la canicule, avoir froid dans un appartement, là, franchement...
On va accueillir Christelle qui est avec nous au 3921 et je l'en remercie. Bonsoir Christelle. Merci beaucoup. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Michel. Bonsoir. Moi, je vous appelle parce que je suis un petit peu concernée. Enfin, je connais votre problème. Je suis handicapée visuelle, je suis non-voyante et je suis maman de 2 enfants. Et je vous appelle pour vous donner 2-3 astuces. À savoir que si vous contactez la MDPH de votre département, je l'ai fait. Vous avez la possibilité de demander l'intervention d'une ergothérapeute. Ah bon? Donc oui. Alors on ne le sait pas toujours, mais si vous êtes titulaire d'une allocation compensatrice ou d'une allocation de compensation au handicap, qui est la PCH, vous avez la possibilité d'avoir ce qu'on appelle une aide humaine et une aide technique, selon votre taux d'invalidité. Et par rapport à ça, vous avez la possibilité de l'intervention d'une ergothérapeute à votre domicile, qui va venir vous voir, qui va vous proposer une subvention, de mettre au point un dossier de demande de subvention pour un logement mieux adapté. C'est-à-dire qu'on peut même vous aider à subventionner votre déménagement si l'ergothérapeute estime que vous êtes dans un milieu inadapté. Ça peut être le logement, mais ça peut être aussi la situation géographique. Vous pouvez préciser ce qu'est un ergothérapeute, Christelle? Oui, c'est quelqu'un qui aide, on va dire, qui est là pour assurer l'aide à la vie journalière d'un handicapé, quel qu'il soit. Oui. Et en l'occurrence, par exemple, trouver du matériel adapté, trouver un logement adapté, un aménagement, une amélioration de l'habitat. Donc ça l'ergothérapeute gère tous les handicaps, et notamment le handicap visuel. Donc il va aussi gérer ça en fonction de son degré de vision et évidemment tenir compte de ses conditions d'insalubrité. Donc là, il y a ça. Il faut qu'elle demande au service qui s'occupe du versement de son allocation compensatrice, donc au sein de la MDPH, la visite. Voilà. Mais demandez, madame, la visite d'une ergothérapeute. Ça, c'est hyper important. Une ergothérapeute, c'est très très important. Il faut qu'elle voie votre appartement. Et là, elle va vous monter un dossier avec un travailleur social de là-bas pour subventionner un déménagement. Donc ça, d'une part, c'est pour le côté financier. Parce que si on évalue votre problème financièrement, la commission va se venir et va dire effectivement, cette dame, elle a besoin d'aide par rapport à ça. Il y a aussi la possibilité, en attendant, il existe dans certaines villes, je ne sais pas si vous êtes loin de la région parisienne. Ah oui, oui, elle est dans le Cher, oui. Vous êtes dans le Cher? Oui. Ah, donc vous dépendez de Bourges. Bah, moi, je les connais assez bien. C'est ça. Je suis native de la région là-bas, donc je connais un peu. L'association Valentin Huy à Bourges peut vous aider aussi. Là, ce serait bien de les contacter quand même. Oui, je les contacterai. C'est le jeudi ou le vendredi. Enfin, il y a 2 jours par semaine, oui. Mercredi et vendredi. Vous avez leurs coordonnées, Christelle, à Bourges? Je peux les chercher, ça vous rend service. Bon, on va les chercher, on va les donner hors antenne. Excusez-moi de vous dire, j'ai contacté la maison départementale des handicapés. Oui. Ils m'ont dit de faire un courrier au conseil général, mais ils m'ont pas du tout demandé pour un ergologue. Ergothérapeute, madame. Ergothérapeute. Mais parce que, en fait, il faut que vous expliquiez dans votre courrier au conseil général la situation dans laquelle vous vivez et vous demandez. Effectivement, c'est le conseil général qui vous verse cette allocation. Donc, le conseil général, si, madame, si. Oui, vous avez l'air un peu perdu. Bon, écoutez, on va devoir poursuivre. Si vous voulez, hors antenne, on va vous mettre en relation. Ne raccrochez pas, on va vous donner des coordonnées. Il y a Maryvonne également qui se retrouve dans votre situation, qui est dans la Loire et qui est prête même à vous accueillir quelques jours avec votre petit chien si vous le souhaitez. On va vous donner les coordonnées de Maryvonne et je la remercie beaucoup pour ce geste. Gentil. Et puis quelqu'un qui dit aussi, Roxane, qui dit il faut refaire faire un courrier à votre médecin pour les otites à répétition et votre médecin généraliste aussi, parce que constituer un dossier, comme vous le dites, Christelle, de façon, ça va bouger au niveau de votre logement, ne vous inquiétez pas. Mais il faut déjà que votre médecin généraliste vous prescrive un traitement pour que vous n'ayez plus ces idées noires là. Bon courage à vous et merci beaucoup Christelle de votre aide et surtout ne raccrochez pas, on va vous donner tous les renseignements hors antenne, ne raccrochez pas. Merci beaucoup Caroline. Au revoir. Europe 1. Émission, programmation, émotion. Journée Benjamin Biolay sur Europe 1. Belle nuit à vous, faites de jolis rêves.
Il est maintenant 1h sur Europe 1, l'heure des infos présentée par Laurence Gontier. Bonsoir Laurence.